faire ou qu'est-ce que vous diriez? Trop compliqué, trop simple, trop simple? Non, mais c'est important de nous dire, parce que nous, on peut compliquer l'année prochaine, et voilà. Là, on a plutôt essayé de faire plus simple, parce qu'on nous a dit des fois c'est trop compliqué, donc nos cours sont peut-être trop simples maintenant, je sais pas, mais non, on reste comme ça alors, pas plus. Bon, au niveau des enseignants, ça va, Est-ce qu'on vous donne des fiches d'évaluation pour les enseignants ou pas? Non. D'accord, donc vous faites une évaluation de chaque cours. D'ac- Globalement. Bon. Nous, on essaie de se servir de vos retours, hein. L'année dernière, on nous a dit que les cours étaient un peu trop compliqués. Bon, on a essayé de voir ensemble comment les choses se passaient. Donc, donc c'est important pour nous d'avoir votre retour. Euh, est-ce qu'il y a est-ce que dans l'intitulé des cours, il y a des choses qui vous ont manqué? On a changé un petit peu des cours par rapport à l'année dernière. On a un petit peu revu le programme. Est-ce que il y aurait vraiment un ou deux cours qui vous a paru soit complètement inutiles, soit vous auriez aimé avoir un cours que vous n'avez peut-être pas eu pour mieux comprendre certaines choses? Non? Le programme, ça vous a paru cohérent? D'accord. Alors, il y a ce problème de la redondance, effectivement. Devoir parfois la même notion par deux enseignants différents, on a dit que finalement, ce n'était pas trop grave. Ce qui nous paraîtrait plus grave, c'est si la même notion n'était pas expliquée de la même façon par deux enseignants, s'il y avait des contradictions. Mais de revoir certaines choses deux fois dans un contexte différent, on l'a accepté. On a dit c'est pas grave que vous ayez. Par contre, vous n'avez pas vu de contradiction entre les enseignants, ce qui arrive parfois, non? Ça va? Ok. Alors, je vous donne juste trois, quatre exemples. Donc, d'abord, je voudrais excuser Monsieur Van den Dert hein, qui n'a pas pu venir. Euh, quelques exemples. Trois changements subis par une cellule dendritique suite au contact d'un pathogène où on aurait mis quels sont les changements que vous pouvez mentionner après maturation des cellules dendritiques. Qu'est-ce que vous avez comme réponse là? Donc en gros, les questions sont souvent comme ça, hein, c'est-à-dire des questions bien ciblées. On ne va pas vous demander 3 pages de questions de cours, hein. Donc comment sont ces cellules dendritiques après la rencontre avec un pathogène ou la maturation? Vous vous rappelez, cellules dendritiques immatures, après interaction avec différents facteurs de maturation, elle devient mature. Qu'est-ce qui est différent sur ces deux types de cellules dendritiques? Oui, qui permet de mieux présenter l'antigène de lymphocyte T dans le ganglion. Ce qu'il faut retenir, il me semble que quand on comprend les choses, c'est plus facile. La cellule dendritique immature, elle est en périphérie. Elle va servir à internaliser l'antigène. Donc elle est extrêmement bonne pour tout ce qui est récepteur d'internalisation, récepteur FC, etc. Lorsqu'elle va devenir mature, rencontre avec un pathogène, ça la fait maturer, ça va dans le ganglion. Son rôle dans le ganglion, c'est quoi? C'est de présenter l'antigène au lymphocyte T. Le cours qu'on vient de voir, il faut des molécules de costimulation pour faire un deuxième signal. La cellule dendritique dans le ganglion exprime les molécules de costimulation. Elle va migrer après la rencontre avec le pathogène. Elle va diminuer ses capacités d'internalisation de l'antigène, puisque ça c'est surtout intéressant en périphérie. Bon, elle va augmenter aussi ses molécules HLA pour toujours mieux présenter l'antigène. Puis un changement de morphologie. Pourquoi? Parce que pour avoir beaucoup de surface d'échange lors de l'interaction avec le lymphocyte T, il va y avoir effectivement présence de dendrites, alors qu'en périphérie, il n'y a pas de contact avec les cellules, c'est plus l'antigène. Donc voilà un exemple. Bon, si vous aviez mis modification d'expression des récepteurs aux chimiokines, c'est bon aussi, puisque ça permet ces récepteurs aux chimiokines de faire migrer dans le ganglion.
Bon. Un autre exemple, la structure d'une immunoglobuline IgG. Qu'est-ce qu'il faut dire? Alors là, pareil, faire attention parce que vous pouvez mettre 3 pages sur ça, c'est pas ce qu'on vous demande. On vous demande vraiment les points importants. Dans la structure d'une immunoglobuline, ici de type IgG, qu'est-ce qui est le plus important? Et s'il y a 3 points, souvent c'est qu'il y a 3 éléments importants, quoi. Bon, alors, première chose à dire, c'est partie variable, partie constante. Donc, partie variable, ça s'appelle comment? FAB, partie constante, FC. Donc ça, c'est si vous, le point. Après, si vous allez un petit peu plus loin, une molécule d'immunoglobuline, ça n'a qu'une partie variable et qu'une partie constante? 2. Donc ça veut dire que c'est des molécules symétriques. Donc là, on peut le dire comme ça. Donc, moi, ce que je pense qu'il faudrait mettre, c'est 1, partie variable, partie constante, FAB. Deuxièmement, chaîne lourde, chaîne légère. Troisièmement, c'est 2 chaînes lourdes, 2 chaînes légères, 2 FAB et un FC. Vous vous rappelez la structure. Si vous faites donc ça, si vous faites ça, c'est déjà bien. Ensuite, si vous êtes un petit peu plus savant, dans la partie variable, il y a des parties hyper variables, notamment le CDR3. Le CDR3, c'est la partie qui va vraiment lier l'antigène. Poids moléculaire, bon, c'est bien. Le nombre de domaines constants, c'est un peu, je trouve, sophistiqué pour vous. Et le pont disulfure. Ok. Donc, par rapport à ça, je dirais FAB, FC, chaîne lourde, chaîne légère, des molécules avec un FC et 2 FAB. Une partie, dans la partie variable, il y a une partie hyper variable qui lie l'antigène. Et si vous mettez que c'est un poids moléculaire de 150 kD, 50 chaînes lourdes, 25 chaînes légères, et comme il y a 2 chaînes lourdes, et comme il y a 2 molécules symétriques, bah, ça fait 150. 50 chaînes lourdes, 25 chaînes légères. Le plus simple des fois pour ce type de question, c'est carrément de faire un schéma. Comme ça, vous perdez moins de temps à énumérer. Si on vous pose comme question, quelles sont les immunoglobulines les plus importantes en concentration dans le sang? Qu'est-ce que vous diriez? L'immunoglobuline la plus importante en concentration dans le sang et la moins importante en termes de concentration. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas important pour l'immunologie. Vous connaissez dans le sang les immunoglobulines qui sont en quantité les plus importantes et celles qui sont les moins importantes dans le sang? Oui. La moins importante, c'est laquelle? Non. Dans le sang, c'est la E. La E, est, comme je vous l'avais dit, les IgE sont surtout dans les tissus, au contact avec les cellules. Donc dans le sang, les IgE sont vraiment très très faibles. Dans le sang, l'immunoglobine la plus importante sont les IgG, et notamment les IgG1. Donc là, c'est plusieurs grammes. Maintenant, si on passe l'immunoglobuline la plus importante en concentration dans les muqueuses, qu'est-ce que ça serait? IgA. Donc vous vous rappelez l'importance des IgA qui résistent aux bactéries. Si on vous dit quelles sont les immunoglobulines qui ne fixent pas le complément. Alors là, oui. Est-ce qu'il y en a une autre? C'est surtout l'IgG4 et l'IgE qui sont les deux plus classiques. Donc vous voyez qu'à partir des immunoglobulines, il y a plusieurs variations plutôt possibles de questions. D'autres questions classiques, c'est qu'est-ce qui génère la diversité de production d'anticorps? Vous savez qu'il y a un répertoire d'anticorps à 10.6, 10.7. Une question plus difficile, c'est qu'est-ce qui génère cette diversité? Comment on peut... Puisqu'on n'a que 20 à 30 000 gènes dans notre génome,
Et on a plus d'1 million de possibilités de génération d'anticorps. C'est qu'il y a autre chose qu'uniquement le nombre de gènes. Alors, diversité combinatoire et jonctionnelle, oui. Ce qu'il faut dire, c'est qu'on a un système de réarrangement de gènes. Donc, ce système de réarrangement de gènes crée une diversité combinatoire. Et lors de ce réarrangement, il y a des diversités jonctionnelles qui augmentent encore le répertoire. Il y a aussi les mutations. Puisqu'à partir d'un même gène, on peut avoir des mutations. Ça va aussi générer de la diversité. OK. Nommer 2 mécanismes de cytotoxicité employés par les lymphocytes TCD8 et les molécules impliquées. Ça, c'est un classique. On l'a vu ensemble dans 2-3 cours déjà. C'est pour ça que de voir des fois 2 fois les mêmes notions, ça vous permet de... Alors, qu'est-ce que vous diriez? On l'a revu, je crois, aujourd'hui, là, sur ça. Oui, je crois qu'on l'a revu aujourd'hui. On l'avait vu la dernière fois, et puis là, on l'a revu aujourd'hui. Donc, pas d'idée? Alors, ce qu'il faut répondre, c'est il y a des granules cytotoxiques qui contiennent de la perforine et du granzyme. Première réponse. Deuxième réponse. Pardon? On peut induire l'apoptose? Oui, donc ce qu'il faut dire, ce que dit votre camarade, c'est qu'il y a à la fois ces granules qui contiennent perforine granzyme, et il y a aussi des molécules membranaires, exemple, phase ligand, TREL récepteur, qui vont induire aussi un signal d'apoptose. Donc le CD8, il entraîne la cytotoxicité par libération de molécules cytotoxiques ou par interaction entre des molécules membranaires qui vont induire un signal d'apoptose, phase ligand, TREL récepteur TNF. Est-ce que si on remplace lymphocyte TCD8 par cellule NK, qu'est-ce que vous diriez? Si la réponse était nommer 2 mécanismes de cytotoxicité employés par les lymphocytes NK et molécules impliquées, qu'est-ce que vous diriez? Alors, on peut mettre la DCC, mais donc si vous mettez la DCC, c'est quelle molécule qui est impliquée? Là, c'est... Oui, mais au niveau de la cellule NK, ce qui est impliqué, c'est le récepteur FC. Parce que c'est le récepteur FC sur la cellule NK qui va lier la partie FC de l'anticorps et qui va permettre l'ADCC. Donc c'est un signal positif sur le récepteur FC de NK qui fait l'ADCC. Donc là, c'est différent. Granules cytotoxiques, oui. Lymphocyte CD8 et les NK peuvent libérer des granules. Par contre, le lymphocyte T ne fait pas d'ADCC parce qu'il n'y a pas de récepteur FC sur les lymphocytes T. Ça, c'est des erreurs qu'on voit régulièrement. Lymphocyte T fait de la DCC, non. Les NK font de la DCC. Est-ce qu'il y a une autre cellule qui fait de la DCC? Le macrophage. Et est-ce que vous pourriez dire un mot des facteurs qui régulent la cytotoxicité des NK? Je crois qu'on avait vu ça dans un cours, oui, je crois qu'on avait vu ça sur le cours immunité antitumorale. Donc les NK, ok, ça fait de la cytotoxicité, ADCC, granules. Est-ce qu'il y a un petit truc en plus sur les NK qui régule leur cytotoxicité? Non? Vous vous rappelez des KIR? Les NK ont à leur surface des molécules qu'on appelle des KIR qui interagissent avec le complexe CMH1 peptide, surtout le CMH. S'il y a du CMH, le KIR est engagé, la cytotoxicité des NK est inhibée. Lorsqu'on a une cellule qui n'a plus de molécules HLA, le KIR ne va plus délivrer son signal inhibiteur puisqu'il n'interagit plus et la cytotoxicité est augmentée. Donc ça, c'est aussi... Bon, il y a certains lymphocytes qui peuvent avoir des KIR, mais normalement, ce mécanisme était surtout décrit pour les NK. D'autres points sur les CD8? Si on vous dit quels sont les arguments pour dire que les lymphocytes TCD8 ont un rôle important dans l'immunité antitumorale, qu'est-ce que vous répondez?
C'est un peu le cours d'aujourd'hui, ça. Je vous dis les lymphocytes CD8, pourquoi ils ont un rôle important, quels sont les arguments pour dire qu'ils ont un rôle important dans l'immunothérapie antitumorale. Pardon? Alors, quand on les induit, on améliore le pronostic, oui. Vous pouvez dire que quand on lève leur inhibition, on a une efficacité thérapeutique. Voilà. Vous pouvez dire que quand il y a beaucoup de lymphocytes CD8 dans une tumeur, c'est de bons pronostics. Vous pouvez dire que lorsqu'on transfère des lymphocytes CD8 à des patients, on a des réponses cliniques. Tout ça, ça fait des arguments pour dire que c'est des cellules qui sont importantes. Si on vous demande, est-ce que on peut avoir des bonnes réponses CD8 après vaccination sans lymphocytes CD4? Qu'est-ce que vous dites? Oui. Est-ce qu'on a besoin des lymphocytes CD4 pour induire des bonnes réponses CD8 après vaccination? Là, c'est pour faire réfléchir sur le rôle helper des CD4. Donc la réponse, c'est on peut induire des lymphocytes CD8 après vaccination sans lymphocytes CD4 en réponse primaire. Par contre, s'il n'y a pas de lymphocytes CD4, les réponses CD8 mémoire ne seront pas fonctionnelles. L'idée, c'est de vous faire comprendre que bon, tous ces éléments du système immunitaire ne sont pas complètement déconnectés entre eux. Il y a des liens. Et en miroir à cette question, comment est la réponse anticorps pour des antigènes thymo-indépendants? Ça, c'est une classique aussi. Thymo-indépendant, c'est-à-dire que vous induisez une réponse anticorps sans l'aide de lymphocytes CD4. Comment va être la réponse anticorps? Vous vous rappelez, il y a les lymphocytes CD4 qui jouent le rôle helper des anticorps, qui permettent d'avoir des anticorps tac, 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 tac. Si on a une réponse anticorps qu'on induit par un vaccin contre des sucres, par exemple, où il n'y a pas d'aide lymphocyte T, comment va être la réponse anticorps? En gros, il faut que vous sachiez réponse anticorps T dépendante avec les CD4, réponse anticorps T indépendante, antigène thymo-indépendant. Donc ce qu'il faut dire, c'est que il faut connaître déjà ce que fait les lymphocytes CD4 sur les anticorps. Ça permet de générer des réponses anticorps de haute affinité, avec des mutations, avec une commutation isotypique, de passer à d'IgM, IgG, IgA, et une réponse mémoire. Ça, c'est quand on a une bonne réponse anticorps avec l'aide des lymphocytes CD4. Si maintenant, on fait une réponse anticorps sans TCD4, il n'y a pas de commutation isotypique, c'est des IgM. Faible affinité, il n'y a pas de mutation. Ce n'est pas des bonnes réponses mémoire. Phase, granule, ça on a vu. Alors, classique. La différenciation de CD4 est contrôlée par 3 signaux. Quels sont ces signaux? Qu'est-ce qui permet l'activation des lymphocytes CD4? Quels sont les 3 grands types de molécules? Donc vous vous rappelez, premier signal, deuxième signal et troisième signal. Alors premier signal, qu'est-ce que c'est? Complexe MH peptide TCR, c'est le premier signal. Mais s'il n'y a que ça, ça ne suffit pas à l'activer, ça fait de la tolérance. Deuxième signal, qu'est-ce que c'est? Molécule de costimulation, parfait. Donc là, ça serait bien d'en citer une ou deux. CD28 qui interagit avec CD80, CD86, CD27 qui interagit avec CD78, enfin, d'en citer une ou deux. Donc là, ça permet à ce qu'il y ait effectivement l'activation de lymphocytes. Et si on parle maintenant d'un troisième signal, c'est quoi ce troisième signal? C'est l'orientation. Donc la polarisation de la réponse CD4 vers TH1, TH2, TH17. Donc si on veut une polarisation vers TH2, ça serait quoi ce troisième signal? Interleukine 4, très bien. Si vous faites un peu plus avant,
IL-33, TSLP, IL-25, c'est d'autres molécules qui jouent. Bon, ben, vous savez tout là, c'est bien. Interaction TCR, signal 2, signal 3. Donc voilà, donc ça c'est des exemples de questions. Vous voyez comment c'est assez ciblé. C'est quand même sur des mécanismes généraux. Est-ce que vous avez des questions particulières, autre choses qui ne sont pas claires? J'ai des gens qui sont venus me voir, là, j'ai essayé de répondre. Bon. Donc en pratique, l'examen, c'est un examen, je crois, d'1 heure. Vous avez la date, hein, je crois que c'est le 8. C'est le 8 juin. Et c'est souvent combiné avec les mathos. Bon, normalement, toutes les questions, c'est des questions qui sont dans les cours, hein. Bon, on ne va pas vous faire des choses. Les cours sont enregistrés, vous avez les diapos, quelques exemples. Bah, bonne chance.